Eh bien, merci à tous d'être avec nous présents ce matin en direct donc, de la salle du conseil départemental, la salle Maurice Pic, conseil départemental de la Drôme. Nous allons poursuivre cette matinée d'informations et de témoignages avec une table ronde avec 3 intervenants qui vont nous parler un petit peu de ce marché bio qui est mouvant, qui évolue, avec des startups, avec des entreprises pionnières installées durablement dans le bio, le conventionnel, et Benoît Souris donc de Carrefour qui présentera également aussi la stratégie de l'enseigne aussi et vis-à-vis du bio. Donc on va commencer cette première intervention par le témoignage de Nicolas Blazer, fondateur de Alp Cambium, qui va nous expliquer finalement, voilà, quand on est un jeune entrepreneur, on a une nouvelle idée, on arrive sur le marché bio, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, comment on évolue, quelles sont les difficultés, les craintes. Donc je crois qu'il y a quelques slides de PowerPoint associés. Donc Enea Sens est une jeune marque donc de notre société qui a été créée l'année passée en mars 2020. Donc moi je suis associé avec un ami qui est pharmacien et nous avons développé une gamme de produits basés sur l'upcycling en règle générale. Et on est parti de l'upcycling des déchets de l'exploitation forestière. Donc en fait, on récupère des branches de conifères en montagne, puisque la société est basée dans les Alpes. On procède à un système d'extraction, on récupère les huiles essentielles et on vient réintégrer ces huiles essentielles dans une gamme de produits d'aromathérapie, de cosmétiques et d'infusion. Donc on est vraiment tout nouveau sur le marché, puisqu'on a commencé notre commercialisation il y a un petit peu plus de 6 mois, alors principalement dans les enseignes de magasins bio, en pharmacie et également via notre site web www.eneasens.fr. Merci. Donc du coup, l'idée a commencé il y a combien de temps et où tu en es dans ton développement ? Alors l'idée a vraiment germé dans nos esprits il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi. Le développement a priori a été plutôt rapide parce qu'on a immatriculé la société donc en mars 2020 et d'ailleurs le premier jour du confinement. Et on a commencé à commercialiser nos produits 6 mois après. Donc on a eu une phase de sprint assez intense qui nous a permis à la fois d'appréhender le marché, d'appréhender les besoins et de formuler nos produits pour ensuite les commercialiser. Aujourd'hui, on est présent dans une centaine de points de vente. On a essentiellement en magasin spécialisé biologique et on a une vue, somme toute, partielle, puisqu'on est présent seulement en région Rhône-Alpes. On a une vue partielle du marché, mais on constate qu'il existe plutôt des grandes enseignes, voire des très grandes enseignes qui fonctionnent avec des magasins intégrés, et puis des magasins plutôt satellisés avec des indépendants. Donc finalement, voilà, tu arrives sur le marché bio, ce marché bio dont on a parlé tout à l'heure, avec des magasins spécialisés, de la grande surface, du e-commerce. Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles il faut faire face, excusez-moi, et quelles ont été aussi finalement ces surprises, quoi. À quoi on s'attend et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, moi, de par mon expérience, je ne maîtrisais pas, et je ne maîtrise toujours pas d'ailleurs, la commercialisation dans le monde du bio. La plus grande surprise, ça a été qu'on se retrouve confronté à des grands groupes, des grandes enseignes qui fonctionnent avec des systèmes de services d'achat, avec des gros volumes à négocier, des tarifs importants. Donc nous, en fait, il faut qu'on arrive, afin de répondre à leurs besoins, à adapter notre système de production, à adapter notre offre, et c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et puis, en parallèle, on travaille aussi avec des tout petits magasins, des tout petits indépendants qui ont des besoins beaucoup plus faibles et qui sont beaucoup plus flexibles. Merci. Du coup, on a vu tout à l'heure, le bio, il doit être ultra cohérent et très performant. On l'a vu dans la première présentation. Ça a été prévu dès le départ ou il y a eu encore des adaptations pour aller encore plus au bout de la démarche au niveau du upcycling, de la régionalité? Alors nous, on voulait faire on voulait
fabriquer des produits qui correspondaient à nos valeurs. Donc on était parti sur l'upcycling parce que c'est l'alliance de deux professionnels, donc un forestier et un pharmacien. Le prérequis, c'était une production bio, à la fois pour les produits alimentaires, donc certifiés AB, mais aussi certifiés Cosmos Organique pour les produits cosmétiques. Donc ça, c'était un prérequis. Et puis après, on est allé travailler d'autres choses, et c'est ce qui était le plus complexe à obtenir, c'est-à-dire une production en circuit court. Donc chercher des partenaires pour développer notre offre en région, donc à la fois des matières premières, mais aussi des façonniers qui travaillaient en région Rhône-Alpes. Ok, merci. On va passer la parole à Benoît Soury. Nicolas, sans doute on aura d'autres questions dans le courant de l'intervention. Alors Benoît Soury, donc directeur des marchés bio du groupe Carrefour. On a listé un certain nombre de questions. Peut-être la première question, c'est par rapport à Carrefour, c'est la stratégie du bio, l'état d'avancement. Aujourd'hui, on avait lu l'Act for Food en 2018, si je me souviens bien. On est en 2021. Quel est l'état d'avancement par rapport à tout ça ? Alors, bonjour à tous, merci Adrien. Donc, la réponse est assez simple. On a effectivement modifié les statuts de Carrefour puisqu'on est une entreprise à mission et la transition alimentaire pour tous fait partie clairement des ambitions du groupe. Cette transition alimentaire, elle est un des objectifs principaux de transformation, mais il y a aussi toute la transformation liée au digital, puisque d'une façon assez simple, Carrefour n'avait pas vraiment pris ce virage-là. Et donc, ces deux éléments sont liés à l'arrivée d'Alexandre Bompard à la tête de l'entreprise. Et il ne vous aura pas échappé qu'Alexandre a eu son mandat renouvelé il y a quelques jours pour 4 années supplémentaires. Donc, on va continuer ce parcours-là. Il y a eu un côté visible pour les consommateurs qui a consisté à développer cette communication autour de Act for Food. C'est la première fois que le groupe Carrefour avait une communication sur l'ensemble de ses géographies, l'ensemble de ses pays, pour être capable de dire il faut qu'on soit d'abord le leader du bio en Europe, ce que nous sommes devenus, leader en France, leader en Italie, leader en Espagne, en Roumanie, en Pologne, en Belgique. Et puis, deuxième chose, nous voulons aussi continuer à diminuer un certain nombre d'entrants dans nos recettes, en particulier sur des produits à nos marques, diminuer le sucre, le sel, donc ça veut dire recomposer les matières grasses, ça veut dire recomposer beaucoup de produits, diminuer le nombre la complexité des opérations et le nombre d'ingrédients. On sait que les consommateurs, en particulier français, ils sont très sensibles. Et puis, troisième élément, nous voulons aussi être un acteur significatif dans l'engagement vis-à-vis des filières, puisque bien naturellement, on sait que nos consommateurs français sont très attachés à la présence de produits français. Et on a pour ça pris des engagements très forts qui ont consisté en particulier sur la marque Carrefour Bio, de n'avoir sur l'ensemble des fruits et légumes conditionnés, sur l'ensemble de la volaille, sur la viande de porc, la viande de bœuf, etc. Que des produits d'origine France et d'être capable de développer beaucoup de filières. Et on a donc pour ça aujourd'hui un peu plus de 2600 agriculteurs, éleveurs, viticulteurs qui sont engagés aux côtés de Carrefour, dans un engagement non exclusif bien sûr, mais un engagement de moyen et de long terme, globalement entre 3 et 5 années, pour être capable d'accompagner les périodes de conversion du monde agricole vers une agriculture biologique positionnée en France, avec des engagements contractuels de long terme. Je vais cet après-midi, pas très loin d'ici, chez Foriel, qui est un très bel intervenant en matière de pommes et de poires, donc en arboriculture, très touché par le gel, mais clairement pour étendre nos partenariats sur une durée plus longue, être capable de les renforcer. C'est ça la vitalité qu'on essaie de développer. Et puis enfin, on est un acteur de la grande distribution, bien sûr, puisque c'est essentiellement dans nos enseignes hypermarchés, Carrefour Market et Proximité que nous faisons l'essentiel de nos chiffres, tout en rappelant que Carrefour a aussi pris une position assez forte en investissant dans le monde de la distribution spécialisée, en particulier via l'acquisition de SoBio en 2019, l'acquisition de BioAzur en 2020, l'acquisition de Bio C'est Bon en 2020, donc pour constituer un vrai pôle assez constitué sur la distribution physique, et qu'enfin nous sommes le premier acteur du e-commerce spécialisé, puisque
Greenwiz, qui a été racheté par Carrefour il y a déjà quelques années, a annoncé, vous le savez, des chiffres assez fantastiques, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très grosse majorité de ces chiffres faits en France. Donc voilà, on considère qu'on a ainsi la capacité à accompagner nos consommateurs sur l'ensemble des lieux ou de la façon dont le consommateur souhaite faire ses achats. Tout à fait d'ailleurs, et on le voyait encore cette semaine dans LSA, on annonce 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les produits bio en e-commerce, donc on est pas loin de 10% de part de marché pour Greenwiz, qui est assez énorme. Vous parliez d'une position de leader au niveau européen. Comment elle est structurée globalement, cette position de leader? Est-ce qu'elle prend en compte les dernières acquisitions, les derniers achats? Bon, les dernières acquisitions, elles ont porté sur très peu de périodes, puisque l'acquisition de Bio C'est Bon, c'est le 3 novembre 2020. Donc l'essentiel des magasins ont été en plus fermés dès le début décembre pour être capables d'être réouverts avec un nouveau format, une nouvelle informatique, nouvel assortiment, etc. Donc les acquisitions, elles ont pesé quasiment rien. D'accord. C'est clairement du... On ne peut jamais parler de surface constante, parce que bien naturellement, la surface consacrée au bio a continué à croître, même si effectivement, il y a une certaine différence entre, j'ai écouté bien sûr ce matin, et on suit ça avec grande attention, la part de chiffre d'affaires comparée à la part de surface. C'est une notion, mais ce n'est pas la seule qui nous intéresse. Ce qui compte, c'est si l'entreprise, si l'enseigne a décidé de donner une priorité à une alimentation saine, biologique, et par exemple à des produits locaux, il n'y a aucun problème à surexposer et à majorer la surface qui est mise en place pour cette typologie de produits. En tout cas, nous, on la revendique. C'est clairement un choix. On a pu développer dans près de 70 hypermarchés des espaces dits bio-expérience, donc des shop-in-shop de 500-600 mètres carrés, réalisant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour être capable de concentrer une offre auprès des consommateurs qui vont, par exemple, dans un hypermarché. Et ça n'empêche pas de développer à côté de ça. Quand on a racheté Sobio, on avait 8 points de vente, on en a 39 ce matin. Voilà, donc nous continuons à investir, non pas tout azimut, mais en tout cas de façon assez ciblée sur la façon dont on veut le faire. Donc encore beaucoup de croissance en devenir. Si on peut parler justement, du coup, comme on est un petit peu sur cette partie rachat-acquisition, sur l'organisation peut-être des achats et comment les fournisseurs doivent se positionner entre Carrefour, Sobio, voilà, par exemple, Nicolas qui arrive, il a sans doute plein de questions à vous poser, donc je vais me faire porte-parole de toutes ces entreprises-là. Comment on fait pour travailler avec Carrefour et les différentes entités? Je vous rassure, Nicolas m'a déjà posé la question, il a bien raison. Alors on va donner la réponse à tout le monde. Non, les choses sont très très simples, il y a une séparation très nette aujourd'hui dans les achats qui sont faits par Carrefour pour ces magasins à enseigne Carrefour, dites GSA ou grande surface alimentaire, avec des équipes achats qui sont à Massy pour la France et dans chacun des pays. Ces achats-là sont totalement indépendants des achats qui sont faits par le réseau spécialiste, donc en particulier par Sobio, qui aujourd'hui coordonne l'ensemble des achats faits pour Sobio et Bio C'est Bon. Donc ce sont les mêmes équipes, entreprises placées sous la direction générale de Thierry Castillo, la responsable de l'offre Sandy Gélibert, voilà, qui sont des interlocuteurs tout à fait dédiés. Il y a bien naturellement la même chose dans les équipes de Romain chez Greenwiz, avec la partie e-commerce. Bien naturellement, ces gens discutent entre eux, parce que c'est toujours intéressant quand vous avez évoqué les problématiques de marque propre, les problématiques de rapidité de référencement par rapport à des acteurs nouveaux sur le marché, et puis la volonté des consommateurs d'avoir de plus en plus d'intervenants locaux dans des magasins locaux, même si c'est des enseignes nationales. Voilà, on a déployé, en particulier chez Sobio, des équipes achats, référencement qui sont au contraire très décentralisées, parce que je pense que c'est un gage d'agilité pour gagner du temps. Ce qui est très facile sur Internet, c'est effectivement prendre la photo, le mettre en ligne et attendre les ventes. C'est un peu différent dans un magasin physique et c'est encore plus compliqué dans la grande distribution où effectivement l'espace linéaire est plus contraint. Donc on a bien naturellement adapté ça, mais aujourd'hui on a un point absolument majeur chez nous qui n'existe pas chez tous nos concurrents, c'est qu'il y a une séparation extrêmement stricte des marques. Il y a une marque de baby-food aujourd'hui qui est commune entre la grande distribution et les circuits spécialisés, mais vous verrez que dans quelques mois,
un certain nombre de ces marques de baby-food vont plutôt prendre des initiatives de séparation de marques par rapport aux 2 circuits GSA et GSS. Et puis on a une pâte à tartiner, Nocciolata pour la citer, qui était présente historiquement chez Sobio et qui est présente dans toute la grande distribution. Ça, c'est sur les marques alimentaires, c'est-à-dire 2 marques, ça doit représenter 2% ou même pas 1,5% de l'assortiment. Il y a 10 000 références chez Sobio. Le baby-food et Nocciolata, ça doit représenter 35 refs ou 40 refs, donc c'est vraiment anecdotique. C'est un tout petit peu différent sur les marques d'hygiène cosmétique ou de compléments alimentaires, puisqu'il y a un certain nombre de marques que vous connaissez tous, locales ou non locales, les Cattier, les Velleda et consorts, qui avaient depuis le début choisi d'avoir une distribution multiformat, un magasin spécialiste grande distribution et parapharmacie ou pharmacie. Je crois que, en tout cas, nous, on n'est pas du tout partisans de merger, de rassembler, de faire fusionner l'ensemble de ces marques. On pense que si nos consommateurs vont dans tel ou tel circuit, c'est pour des raisons assez précises et de préférence pour ne pas retrouver exactement la même offre. Il y a d'ailleurs, bien sûr, cette même différence sur les enseignes, les cartes de fidélité, les assortiments. Alors, quelque part, c'est uniquement, en dehors de moi-même, ma petite équipe qui a la vision tout à fait complète de ce qui se passe dans tous les formats. Ok, merci. Du coup, toujours pour rester un peu sur les formats et les enseignes, il y a eu le lancement des magasins Carrefour Bio il y a quelques années. C'en est où dans la position, dans la stratégie par rapport au bio, dans ce panorama un petit peu de vos enseignes et de vos marques? Alors c'est une question parfaitement d'actualité. Effectivement, Carrefour avait eu l'audace presque il y a 15 ans de créer en face de la gare de Lyon à Paris, boulevard Diderot, un magasin appelé Carrefour Bio. C'était un peu une façon de tester un peu une offre bio dans un magasin dit spécialiste. Cette enseigne s'est développée puisqu'on a la chance de l'avoir développée non seulement en France mais en Belgique, en Espagne et en Pologne. Simplement en France, le constat est qu'avec 30 magasins ou 32 magasins, ça restait une petite enseigne. Ça n'était pas une enseigne qui était devenue une enseigne de destination pour les consommateurs. Dans le même temps, la proximité du groupe Carrefour, entre Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Montagne et Carrefour Express, c'est 3400 magasins. C'est-à-dire que c'est 3400 opportunités pour le consommateur de trouver un assortiment autour de la marque Carrefour Bio. Vous avez parlé des MDD ce matin. Et Dieu sait que chez nous, elle est très puissante. C'est une marque milliardaire. Ouais, donc, on y viendra après. Ouais. Donc on a clairement fait le choix d'arrêter le développement de Carrefour Bio en France. Et on en a basculé 24 Carrefour Bio qui sont en train de basculer en bio, c'est bon pour l'essentiel. Et sur les 24, on en a déjà 12 à ce matin qui sont réouverts. Et l'ensemble de la réouverture des points de vente sera fini dans le courant du mois de juin. D'accord. Non, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit vous ou vos confrères de la grande distribution. Je me rappelle, c'était en 2018 où tout le monde annonçait des ouvertures de son propre concept. Il y avait Leclerc, alors il y a Casino qui a encore quelques points de vente ou qui tente encore des choses. Il y avait Auchan Bio. Et finalement, ce concept n'a pas percé, quoi, globalement. Oui, en fait, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est quelle était la notoriété de chacune de ces enseignes. Il faut saluer l'excellent développement du groupe Casino Monoprix avec son enseigne Naturalia. Avec Naturalia. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, puisqu'effectivement, Auchan, après avoir un peu partagé entre 2 enseignes, Cœur de Nature et Auchan Bio, a fini par plier boutique. Michel-Édouard Leclerc, à grand renfort de communication, comme souvent, a annoncé 200 magasins pour en faire 5 ou 6 et les fermer les uns derrière les autres. Donc finalement, oui, à date, il ne reste les comptoirs de la bio, filiales d'Intermarché, enfin filiales à un pourcentage que personne ne connaît vraiment, mais en tout cas, d'évidence... En tout cas, ça a été annoncé. Ça a été annoncé comme tel, et j'imagine bien que pour financer tout ça, il faut bien un actionnaire un peu puissant. Bien sûr, et Carrefour qui joue son rôle. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que tous les acteurs qui sont venus avec une volonté très rapide, très dominante, et dans un rapport de force avec le monde de la production, le monde des transformateurs, ont jusqu'à présent échoué. C'est-à-dire que les règles du jeu d'un magasin bio spécialiste sont un peu différentes de celles de la grande distribution. Si c'est imposer simplement un rapport de force, ça ne suffit pas. Si c'est prendre un assortiment type, le hit parade des produits en PGC et le coller stricto sensu dans un magasin bio, ça ne fonctionne pas. Et donc ça veut bien dire que les gènes et la relation consommateur doit être
travailler de façon très différente. Sinon, c'est un échec. Et je pense que le grand mérite de Naturalia, c'est d'avoir su le faire. Et ça, ça doit nous servir de modèle, nous qui sommes des petits. Oui. Néanmoins, on voit que les enjeux de la distribution spécialisée, qui s'est aussi structurée sur la croissance du nombre de magasins, aujourd'hui va devoir aussi être un peu plus performant et sans doute magasin par magasin, travailler son offre, travailler sa promotion. Et peut-être que c'est là où on peut faire la transition avec les MDD, puisqu'on a vu sur la présentation de Loïc que les enseignes de distribution spécialisée lançaient de la MDD. La Vie Claire, bon, je pense que vous connaissez à peu près le dossier, a fait sa stratégie autour de sa marque propre. Et du coup, la part de la MDD chez Carrefour et sa place dans la stratégie. Alors, ce sont des chiffres qui sont pas publics, donc je ne vais pas les rendre publics. En l'occurrence, la marque propre Carrefour Bio est de très très loin la première marque du marché des produits bio vendus en grande distribution. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une marque qui était milliardaire, donc ça vous donne déjà le quantum. C'est une marque historique. Parce qu'il fallait être assez courageux et comme vous l'avez rappelé, je n'étais pas du tout dans la grande distribution et chez Carrefour encore moins à ce moment-là, quand Carrefour a pris le choix avec un certain nombre de personnes clés dans l'entreprise de développer des produits à marque propre. Aujourd'hui, la marque Carrefour Bio, c'est 1150 références en France. Une bonne partie sont dupliquées dans nos autres géographies, en particulier dans les pays proches, Italie, Espagne et Belgique. C'est près de 250 produits supplémentaires d'hygiène, de cosmétiques. On n'a pas de complément alimentaire, avec là aussi quelque chose de très puissant. Vient se rajouter maintenant un assortiment textile, puisqu'on a développé des filières très importantes, en particulier en Inde et en Afrique, en train de le faire, pour développer de la fibre de coton bio et être capable d'avoir une offre tout à fait complémentaire. Donc on a vraiment là-dessus cette volonté de continuer à pousser une marque propre. C'est très différent dans le circuit spécialisé. Moi, je souhaite, et je le redis très fréquemment à nos partenaires fournisseurs, il y a bien un ordre. C'est que nous devons, en tout cas dans nos enseignes Bio C'est Bon et SoBio, nous devons être une vitrine. On n'est finalement pas très nombreux. La formidable réussite de Satoriz, qui est un intervenant fabuleux en termes d'efficacité opérationnelle, en termes de résultats aussi, et chapeau à l'ensemble du travail de Serge, de Georges et de toute l'équipe qui l'ont créé. Tout ça fait que nous souhaitons être la vitrine des marques et des fournisseurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de marque propre, puisque clairement on est dans une réflexion très avancée, en particulier entre SoBio, Bio C'est Bon et Greenwiz, pour savoir si on n'a pas intérêt, puisque Greenwiz a lancé une gamme à marque propre sur du non-alimentaire en particulier. Donc on est bien naturellement en réflexion et on bénéficiera pour ça bien naturellement d'un peu de l'expérience, de l'expertise du groupe Carrefour. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que Bio C'est Bon avait aussi orienté sa stratégie initialement sur une marque de distributeur. Elle était, qui existe. Et du coup, ça fait enchaîner peut-être sur une question par rapport à CMDD, sur en l'occurrence une synergie achat, SoBio, Bio C'est Bon, Greenwiz. Tout à l'heure, on a parlé de la séparation Carrefour et réseau SP. Et est-ce qu'à l'intérieur du réseau SP, il y a des synergies existantes ? Alors, nous partageons bien sûr avec Romain dans les équipes de Greenwiz et les équipes de Thierry Castillo chez SoBio, Bio C'est Bon, nous partageons bien sûr un certain nombre d'informations sur les éléments d'achat. Je prends simplement l'exemple du marché des couches. C'est un très gros marché sur le net. C'est un marché sympathique, mais sans être exceptionnel dans les magasins spécialisés. C'est un marché marqué par assez peu d'intervenants. Bon, évidemment, on a tout intérêt à ce qu'il y ait une communion, un partage fait entre les deux équipes achats, ce qui est le cas. D'accord. C'est très différent sur la logistique. La logistique de livraison de points de vente, on a aujourd'hui, si on fait le cumul, un peu plus de 150 magasins SoBio, Bio C'est Bon. Bien évidemment, c'est une logistique organisée pour livrer des points de vente, alors que la logistique de Greenwiz est organisée pour livrer des consommateurs. Donc simplement, Greenwiz ne fait pas de magasin et Bio C'est Bon ne fait pas de la livraison directe consommateur, en tout cas pas encore, parce que bien évidemment, là-dessus, on a pris des initiatives qu'on rendra publiques rapidement, comme je l'avais dit, sur ce que veut faire Carrefour dans ses réseaux spécialisés sur le net et en point relais, en livraison directe consommateur. Bien sûr, le marché a changé et l'année 2020
accélérer les changements. On est au target de 2024, tant pour tous les intervenants. Ah, donc, je crois, oui. Ça a changé la donne. Ça fait partie des structures. Alors, on parle, je regarde le dessin de Lison, effectivement, et merci pour la transition, parce que du coup, la question suivante, c'était justement par rapport aux données d'IRI et les grands groupes et les ETI, donc cette part d'offres qui a explosé dans le bio sur les grands groupes industriels, alors qui pour certains étaient là depuis longtemps, mais qui pour d'autres sont clairement arrivés récemment. Et voilà, du coup, comment vous voyez cette courbe par rapport à l'augmentation de l'offre et par rapport aux rotations et l'acceptation des consommateurs sur des marques totem? Hier soir, on citait le Babybel bio, la Vache qui rit bio, le Choc-à-Pic bio, qu'on connaît tous. Bien sûr. Bien sûr, non, là, on a vécu une accélération absolument dingue de l'évolution de l'offre sur les marques, on va dire industrielles, c'est-à-dire non natives des produits bio, que je vais opposer volontairement à des marques ou à des groupes comme Léa Nature ou Ecotone, Björk, Bonne Terre et compagnie. Ou vrai avec le groupe Tribala, enfin il y en a un certain nombre. Je crois clairement que oui, l'avenir n'est pas tout rose pour chacun de ces intervenants, puisque entre la puissance des marques distributeurs chez tous les gros distributeurs, dont Carrefour, les avancées et les investissements marketing de communication, parce que si Choc-à-Pic fait de la pub télé sur son Choc-à-Pic bio, je suis d'abord une maison de commerce, donc je ne peux pas ne pas référencer Choc-à-Pic bio ou négocier, sachant que ce n'est pas de la substitution, c'est quand même en général du 1+1. Ils ne vont pas tout arrêter en dehors de marques comme Babyfood, comme Blédina ou autres qui disent tôt ou tard je vais arrêter le non bio, mais la plupart ils continuent effectivement à garder le bio. Parce que la pénétration du bio, si elle est à 6% du chiffre d'affaires alimentaire, ou un peu moins dans les données qui ont été partagées, c'est supérieur à 6% chez Carrefour, ça veut dire qu'il reste encore 94% du marché qui est en non-bio. Donc l'avenir et le combat et les spécificités de ces marques spécialistes que j'ai citées tout à l'heure, un peu les marques historiques, natives du bio, est plus compliqué. Et nous avons, nous, comme distributeurs, une responsabilité vis-à-vis d'elles et vis-à-vis du marché. C'est-à-dire qu'on a des très gros consommateurs dans les magasins bio spécialistes, nous le savons, chez Biocop, chez Satori, chez SoBio, peu importe. Vous avez déjà des distributeurs spécialisés qui ont fait le choix de leur marque propre. Vous avez cité La Vie Claire, qui là-dessus a fait une formidable réussite et qui en fait un élément très spécifique. Biocop qui d'un seul coup tourne le dos à une bonne partie de son tissu de fournisseurs et de marques historiques pour lancer sa marque propre en clamant le fait d'en faire 25% de son chiffre très vite. Bon, tout ça fait beaucoup changer les règles. Et donc je pense qu'en tout cas comme distributeur, c'est pas simplement de passer les plats, c'est de savoir exactement quel poids on veut avoir demain dans nos marques propres, qu'est-ce qu'on doit sanctuariser comme espace en magasin pour ces marques historiques de la bio, et puis quelle ouverture devons-nous faire à ces marques industrielles, en n'oubliant pas quand même que le parcours des consommateurs devient compliqué en grande distribution, parce que hier, ils allaient dans des rayons dits diététiques et bio où ils pouvaient trouver l'essentiel de leur offre, de leur assortiment et de leur souhait de consommation. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais au rayon biscuits, il y a des biscuits bio. Au rayon petit déjeuner, il y a des petits biscuits, il y a des petits déjeuners bio, chocolat, etc. Donc, je pense aussi qu'il faut raisonner avec l'esprit consommateur. Et là aussi, sans vous en révéler tout, mais on est en train de faire des tests dans plusieurs magasins. C'est la méthode Carrefour, c'est test and learn. Donc c'est vraiment, allez, si je supprime mon rayon bio historique, diététique bio historique, et que je le mets dans tous les rayons en l'éclatant, ça donne quoi comme compréhension consommateur? Donc on fait beaucoup d'études. Et les études, c'est essentiellement de la table ronde et d'écoute consommateur. Si au contraire, on agrandit un espace dit bio-expérience, qu'est-ce que ça donne comme attractivité et comme image de l'enseigne? Voilà, donc c'est vraiment un marché qui est très très mouvant.
Et les évolutions de chiffres, et je termine là-dessus, les évolutions de chiffres qu'on a pu vivre. Alors moi, l'année 2020, elle m'intéresse au sens de la croissance exceptionnelle, mais ce qui est intéressant, ça va être la moyenne entre 2021 et 2019, parce que c'est là où les vrais chiffres, effectivement, vont paraître. Et ça nous appelle effectivement à être le plus agile possible. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, cette histoire de double implantation, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle. Et finalement, les tests arrivent aujourd'hui. Alors, la double implantation, elle existe. Oui, mais le fait de choisir entre un rayon bio ou une implantation dans le rayon natif. Oui, c'est une vieille récurrence. Alors, elle a été très combattue par tous les acteurs du bio natif, du bio des marques un peu historiques, parce que bien naturellement, c'était une façon pour elles de se protéger, je mets des guillemets à protéger, contre l'arrivée de marques industrielles très puissantes. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même pour certains des entreprises familiales, Léa Nature, pour Bjorg, un groupe financier. Donc voilà, chacun a des intérêts qui peuvent être un peu différents, un peu divergents parfois. Et donc, on ne va pas empêcher les rivières de couler et la volonté du consommateur de pouvoir trouver plus facilement plus de produits bio. Ça dépend après quel est le niveau de maturité de ce marché. Si la perspective, c'est 10 ou 12% de part de marché en bio dans l'alimentaire en France, c'est une hérésie de penser qu'on va garder des espaces dédiés. Forcément, ça sera partout. Vous avez évoqué ce matin le marché du surgelé. Je corrige un tout petit peu les chiffres, mais le marché du bio, c'était 12 milliards et cacahuètes. On va attendre avec grande impatience les chiffres que Laure Verdeau et l'agence bio va 9 juillet. Disclaimer le 9 juillet. Avec, on sait déjà que ça aura progressé au moins de 15%, on va dire ça. Donc ça veut dire qu'on est sur un marché qui est juste 40% supérieur au marché du surgelé en valeur absolue. Donc je pense qu'il y a là-dessus, il y a des vrais enjeux. Et bien naturellement, la distribution, c'est pas un métier de gens intelligents, c'est un métier de gens qui se remettent en cause. Et donc, si vraiment on se dit, ça existait comme ça, et pourquoi vous n'avez pas fait des tests avant ? Je crois clairement qu'au contraire, il y a eu plein de tests, mais que le meilleur résultat qui a été trouvé, c'était l'organisation actuelle. Ce qu'elle sera demain. Notre rôle, en tout cas le mien pour Carrefour, c'est de se remettre en cause. C'est ça, et puis chacun a un petit peu sa religion. On va revenir un peu sur peut-être le débat d'actualité par rapport au HVE. Vous avez pris position sur les réseaux sociaux par rapport à la PAC. Néanmoins, on se dit, si demain il n'y a plus le maintien, si il y a une baisse sur les filières bio, est-ce que vous pensez que certains industriels qui se lancent dans le bio, face à une pénurie de matières premières, face peut-être à un désengagement des consommateurs, parce que le HVE pourrait monter dans l'idée des consommateurs, il y a déjà ce label. Alors nous, on l'a testé, on le verra demain dans notre étude OpinionWay, sur cette connaissance et sur le ZRP qui a une progression de plus 30%. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont se désengager du bio et finalement aller chercher d'autres curseurs écologiques entre une filière régionale, une filière ou française, un packaging totalement éco-conçu, parfait, et puis une agriculture HVE, c'est déjà le cas, mais est-ce qu'un passage du bio vers ça serait possible chez certains ? Bon, ce qui s'est vu dans le passé, c'est quand même plutôt que des gens qui étaient engagés dans une démarche de qualité, qu'elle soit chez nous, filière qualité Carrefour, mais elle existe chez plein d'autres. La grande distribution a largement contribué à faire ça. Ça s'est toujours inscrit dans une démarche de progression, le bio étant plutôt une finitude, un aboutissement. Bon. Aujourd'hui, c'est très challengé, d'abord à cause des problèmes de coûts, parce que moi, j'entends, je regarde comme vous le marché et les revenus des consommateurs. Il y a quand même 700 800 000 consommateurs en France qui aujourd'hui ont des revenus amputés, activité partielle, chômage, etc. Donc, la compétition sur l'accessibilité tarifaire, elle va exister sur le bio comme sur le reste. Une des façons de répondre à ça, c'est de s'écarter des obligations contraignantes à juste titre du bio pour un certain nombre d'intervenants pour chercher à faire autre chose. Un ersatz, quelque chose qui y ressemble, mais qui n'est pas la même chose. Moi, du zéro résidu de pesticides, si je cherche 5 pesticides, je sais faire un produit avec 0 résidu de pesticides. C'est pas le bio. Le bio, c'est bien plus exigeant. Et en tout cas, nous, Carrefour, je peux vous dire qu'on va continuer à se battre pour que le cahier des charges, il reste à minima le même, que nos exigences de marque
soit augmentée. Je prends un exemple sur les NBT, donc les nouvelles formes d'OGM. J'en prends plein la gueule en ce moment, mais c'est pas très grave. Sur le fait que nous, pour la marque Carrefour Bio, on a dit dès le début, avant tout le monde, nous, on ne va pas autoriser, et on n'a pas du tout envie de NBT. Et la vraie question du NBT, c'est quelle est la traçabilité ? Parce que n'oublions pas que les OGM, il y a quelques années, si les consommateurs français n'avaient pas levé la fourche, les bras et la parole, on aurait été envahi d'OGM avec quasiment pas de capacité à faire différemment. Je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Après, moi, pour simplifier, j'en ai un peu marre qu'on prenne quand même la consommation ou les consommateurs français pour des idiots. J'entends bien que Monsieur le ministre de l'Agriculture nous dit mais si, regardez le montant global qui va être alloué, il est supérieur, très bien, mais sauf que comme le diviseur, c'est-à-dire le nombre d'agriculteurs qui va être engagé en bio est plus important, in fine, ça fait bien la réduction des coûts, donc, et en tout cas des aides. Donc la bio, elle s'est développée de façon formidable. C'est quand même aujourd'hui un poids de chiffre d'affaires. Le bio au sein du groupe Carrefour, ça pèse plus de 6% du chiffre d'affaires. Ça pèse 2 milliards 700, un peu plus de 2 milliards 700 millions de chiffre d'affaires. Donc en l'occurrence, je lis en même temps l'écran à la question. Voilà, question du chat. Merci Benoît, parfait pour l'animation. Donc nous, on pense que c'est un élément important. Mais cette agriculture bio, elle s'est développée avec peu de subventions. Il faut quand même s'en rappeler. La PAC, quand on voit le volume global de la PAC, le montant dédié au bio, il est inférieur à ces 6% du poids de l'alimentaire. Donc, je dis juste qu'il ne faut pas... La politique, on est dans un hôtel de département, mais la politique, c'est bien, et de dire je voudrais 15% de ma SAU en bio, mais surtout, dès que je peux, j'en réduis le montant, j'en allonge le délai de paiement, je mets des contraintes supplémentaires. Moi, je dis, c'est normal que les intervenants de la bio montent sur la table. Et alors, il y en a qui se mettent tout nus, pas moi, mais en l'occurrence, c'est ce que j'ai vu aux Invalides à Paris. Mais c'est vrai que c'est juste incohérent de donner un message d'un côté et dans les faits, d'avoir une attitude tout à fait différente. Donc, bien naturellement, on va laisser, là, la discussion se passe. Je peux vous dire qu'on est le plus actif possible, y compris dans les échanges avec les ministères de Barbara Pompili, du ministre de l'Agriculture, bien évidemment, pour chercher Julien de Normandie, pour chercher à trouver un meilleur accord possible. Mais de toute façon, si ça ne se passe pas, ça voudra dire que les acteurs privés devront, comme souvent, trouver les meilleures solutions entre eux. Et la meilleure façon de pouvoir avancer là-dessus, c'est de contractualiser. Je vous ai dit qu'on avait plus de 2600 partenaires contractualisés. Ce sera la meilleure façon d'être capable d'accompagner, même si la réduction de 60% potentiellement de ces aides crée un delta qui est non négligeable pour chacun. Tout à fait, c'était la question de Didier a répondu ce matin. Et puis demain, nous aurons des intervenants, justement même des jeunes entreprises comme Bio Demain, qui se lancent directement en accompagnant les producteurs à la certification. Et je pense que, voilà, effectivement, est-ce que l'agriculture devra être tout le temps subventionnée ? En attendant, les privés ont un rôle à jouer. On est un partenaire de Bio Demain, parce que je pense que c'est ce type d'initiatives qui sont les bonnes. C'est-à-dire c'est de quelle façon il faut capter pour aider plus vite. Et ce que vous faites est formidable. Alors, on va en parler après, bien sûr, mais c'est notre rôle d'être capable d'accompagner. On ne sait pas tout faire, et certainement pas de façon exclusive. Mais en tout cas, c'est essentiel de pouvoir avancer. Donc demain, 11h30, Bio Demain qui nous présentera sa démarche filière. On va terminer ce petit entretien avant de passer la parole à Stéphanie. J'avais prévu des questions aussi sur le volet DPH. On a vu une grosse envolée sur le bio. On dit régulièrement que la cosmétique a 10 ans de retard sur l'alimentaire au niveau de la bio, dans l'acceptation client. Aujourd'hui, cette année, il y a eu quand même une belle envolée des grandes marques. Un petit commentaire à ce sujet ? C'est vrai que, d'abord, l'accessibilité et la difficulté technique pour un intervenant de faire de la cosmétique ou du DPH en bio est quand même bien plus simple, pardon de le dire aussi simplement, mais bien plus simple que sur l'alimentaire. On m'opposera plein de contre-arguments, mais dans le global, c'est quand même bien plus simple parce que les seuils d'exigence sont tout à fait différents, tout à fait. Ce qui est un danger aussi. Deuxième chose, il n'y a pas de marque marquante. C'est-à-dire que c'est formidable en termes d'opportunités pour des intervenants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marques marquantes, très connues, qui ont pris une vraie position sur ces produits-là, en tout cas dans la grande distribution. Et il y a plutôt une kyrielle de marques dans les réseaux spécialisés, avec la difficulté, c'est qu'elles ne sont pas soutenues par
un investissement de communication ou de relations presse ou de relations médias au sens nouveau du terme, parfois suffisant. Donc ça a donné l'opportunité pour une entreprise comme la nôtre, une enseigne comme la nôtre, ça s'appelle chez nous Carrefour Soft pour l'essentiel. On est en train de remporter tous les concours possibles, d'ailleurs, parce qu'en termes de formulation, d'ingrédients bio, d'efficacité, etc., on est extrêmement bien noté. On a une personne à la tête de nos marques propres, Martine Loyer, qui est extrêmement efficace avec son équipe et qui nous permet aujourd'hui d'être capable d'être tout de suite sur la balle. Après, c'est un marché qui intéresse tous les très gros, et Dieu sait que c'est un marché de très très gros. Donc ils y viennent avec des marques différentes, avec des investissements de moyen et de long terme. Là aussi, ça va être un marché où la concentration auquel on assiste, et on assistera dans la distribution alimentaire, en tout cas des marques distribuées en alimentaire, je pense qu'on va vivre la même chose dans les marques non alimentaires, ou en tout cas d'éco-produits, hygiène et cosmétiques. Tout à fait, avec sans doute une cible millennials, en tout cas assez souvent citée quand on lit les articles. Sauf qu'ils en ont, ces cibles-là, elles n'en ont pas grand-chose à faire des marques. Ce qui est quand même un grand danger pour les marques qui investissent dessus. Ouais. Et quand vous voyez aujourd'hui le déploiement, pas simplement sympathique du do-it-yourself sur un certain nombre de produits et de tendances, c'est quand même un vrai problème par rapport à cette volonté des marques. C'est la même chose par rapport aux évolutions réglementaires sur le développement du vrac. Bien sûr qu'on applaudit tous des deux mains quand on dit on va mettre moins de packaging, et on fera donc moins d'encre et moins de etc. La difficulté pour les marques qui ont porté ces produits-là, c'est la lisibilité de sa marque sur un petit cylindre. Alors, elle va devenir compliquée. Or, une partie de la valeur des entreprises et des entrepreneurs qui les mènent, c'est quand même la valeur de leur marque. Donc là aussi, c'est un challenge nouveau. Et sur la cosmétique, par rapport à ces cibles millennials que vous évoquez, c'est à mon avis un point tout à fait important qui doit être pris en compte dans la globalité. Super, merci. Peut-être juste un petit mot de la fin. Voilà, donc vous avez à côté des entreprises de transformation intermédiaire, des PME, des porteurs de projets. Vous donnez un message différent. Comment travailler avec vous? Qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs? Bon, je crois que d'abord, il faut d'abord rappeler que même si on vit un début d'année 2021, qui a été rappelé tout à l'heure, un peu plus compliqué en termes de comparaison vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2020, n'ayons pas la mémoire trop courte. L'année 2020 a été exceptionnelle. J'entends beaucoup d'enseignes de la distribution spécialisée, un peu fanfaronner sur leur chiffre d'affaires mirifique. Les comptes qu'ils déposent prouvent que ce n'est pas toujours aussi mirifique que ce qui a été annoncé, mais ça, c'est un détail. On est quand même en train, et ces enseignes de magasins spécialisés, et je ne m'exclus pas de ça, traversent quand même un début d'année 2021 qui est naturellement un peu plus compliqué. Quand on est entrepreneur, il faut regarder un peu plus loin et regarder ce que sont les tendances. Il y a quand même une tendance, quelques tendances, et je termine là-dessus, il y a quand même une vraie aspiration des consommateurs français à manger mieux, à se soigner mieux, à se maquiller mieux, etc. Mieux égale pour eux plus local, plus bio, et ne l'oublions pas, moins cher. Les comptes de résultats des acteurs de la bio, à la fois dans le monde industriel et dans le monde de la distribution, sont quand même souvent assez plantureux. Donc, si on veut que nos consommateurs français, dont le pouvoir d'achat est atteint en 2021, et il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, payer le soutien très fort à l'économie dont je me suis réjoui, il faut quand même que l'accessibilité prix, pour que la bio soit de moins en moins exclusive et de plus en plus ouverte à tous, soit quand même vraiment écoutée. Et là encore, ça veut dire que nous, distributeurs, nous avons un rôle, mais ce rôle-là, il faut le faire avec nos partenaires fournisseurs. Et les plus jeunes peuvent apporter, ou les plus récents, peuvent apporter un peu de disruption. Je crois qu'il faut garder ce niveau de qualité pour que le niveau de confiance existe. Mais il faut que cette notion d'accessibilité et de partage de valeur soit sans doute bien pris en compte. Et je pense qu'on va, par rapport à ça, sans doute avoir quelques transformations dans l'année et dans les mois qui suivent.
Bon, ben merci en tout cas. Peut-être juste la question avant d'enchaîner. Sur voilà, les fournisseurs bio étrangers, notamment sur des filières viande, est-ce que c'est les filières françaises ou est-ce que voilà, vous regardez un peu plus à l'international? Alors tout ce qui est à la marque Carrefour Bio en France vient pour la viande, puisque la question on la porte sur la viande. On travaille avec le porc et le bœuf, en l'occurrence c'est ce qui est cité. Le porc et le bœuf sur la marque Carrefour Bio, c'est produit en France. C'est-à-dire que nous on s'était vraiment très tôt, très étonné qu'une très très grande marque industrielle bien connue en France, avec un logo vert, achète du porc au Danemark et le commercialise avec un gros support de communication avec les agriculteurs, avec leur blouse de travail verte. Non, ça c'est de la fuck news. Donc moi je pense qu'il faut travailler avec de la production française. On travaille avec de la production française, de la transformation faite en France. Et bien naturellement, c'est différent, puisque dès l'instant que je suis en Espagne, par exemple, il est hors de question de faire autrement que de privilégier leur propre production. Donc vous restez cohérent pays par pays. On reste cohérent pays par pays. Ça, c'est vrai sur des produits frais de transformation faible. Ça peut être bien naturellement très différent. Dès l'instant qu'on parle d'une galette de riz, en l'occurrence, elle est produite en Belgique, elle est vendue en France comme plus tard, même s'il y a plein de très bons riz en France, en Camargue ou ailleurs. Mais on est capable d'avoir des outils de transformation. Et là aussi, il faut des outils qui soient capables de livrer tous nos pays. Il faut raisonner géographique avant tout. Ben, merci Benoît. N'hésitez pas à poser encore des questions. On va enchaîner sur Stéphanie. Stéphanie Jacques, donc, vous êtes directrice des achats pour la société Charles & Alice. Charles & Alice, c'est un opérateur drômois historique dans les compotes et purées de fruits. Voilà, donc vous allez nous expliquer un petit peu le bio chez Charles & Alice, quelle est son histoire et quelle est sa portée à moyen terme. Ok, donc il y a un petit PowerPoint, je ne sais pas s'il va se lancer. Logiquement, voilà, il y a un petit PowerPoint qui doit s'afficher pour nous présenter le bio chez Charles & Alice. Le voici, le voilà. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un témoignage en tant qu'industriel. Comment est-ce que Charles & Alice approche le bio au quotidien? Comment on vit le bio? Je vous parlerai également de notre démarche filière et j'en profiterai pour parler de quelques actions que l'on mène sur l'environnement, au-delà en fait de notre action filière. Donc avant de commencer, je présente quand même l'entreprise en quelques mots. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de desserts fruitiers, plus communément appelés compotes. Le groupe aujourd'hui, c'est 450 collaborateurs pour un peu plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il y a 2 sites de production en France. Donc un premier site qui est basé à Alex, pas très loin d'ici, à 20 minutes, donc dans la Drôme. Et un autre site de fabrication qui est situé à Monteux dans le Vaucluse. Et on a également un site administratif à Rovaltin, donc en face de la gare TGV. Donc aujourd'hui, Charles & Alice occupe des positions fortes sur ces marchés. D'abord, la marque est leader sur le segment du sans sucre ajouté au rayon frais des compotes, avec près de 58% de part de marché en valeur. La marque est également présente en GMS au rayon frais des compotes, donc en conventionnel mais également en bio. Et on est également présent sur les desserts végétaux et également sur les jus. C'est une marque qui est leader en restauration hors foyer et aujourd'hui on touche au quotidien à peu près 500 000 consommateurs au travers des écoles, des hôpitaux ou encore des maisons de retraite. Donc le bio chez Charles & Alice aujourd'hui. Donc sur la partie gauche de la diapo, en fait, on voit que le marché bio des compotes au rayon frais, c'est un marché donc, très dynamique. Donc ça, c'est les chiffres 2020. On en parlait juste avant. L'année 2020 est une année exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'on voit que le bio a fait une croissance au rayon frais des compotes de près de 25%, quand en fait, sur la même période, le segment des compotes dites conventionnelles, elle n'affichait une croissance que de 4%. Donc Charles & Alice dans tout ça, donc si on fait une rétrospective sur les 10 dernières années, et qu'on renvoie les chiffres à aujourd'hui, on est sur une croissance de
fois 3,7 sur nos ventes. Donc voilà, c'est vraiment Sur 9 ans. Sur 9 ans, c'est une belle aventure à ce jour. Donc la marque, c'est aujourd'hui, la marque est incontournable aujourd'hui sur le segment bio, des compotes au rayon frais. La marque est leader puisque c'est la première marque nationale avec 38% de part de marché sur 2020 et une croissance d'environ 15% encore une fois sur cette année 2020. Donc l'engagement, c'est une marque qui est engagée. Pour Charles & Alice, le bio, c'est d'abord des fruits français, quand c'est possible, ou alors à minima avec des labels type Fairtrade. Donc ça, c'est rapidement la gamme de produits que l'on propose aujourd'hui à notre marque en GMS, au rayon frais. Donc on peut citer par exemple la pomme rhubarbe, la pomme pruneau ou encore des recettes 100% pommes, donc avec des fruits exclusivement français. Donc, et plus récemment, en fait, on s'est lancé sur une offre en bocaux verts, toujours avec des fruits français. Donc là, je vais vous parler plus spécifiquement de notre démarche au niveau des filières bio. Donc aujourd'hui, on est le premier transformateur de pommes bio en France. Et le segment du bio pèse un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc la gamme Charles & Alice est présente, je vous le disais juste avant, en bio, en GMS, au rayon frais, avec une offre avec des fruits 100% origine France. On avait été la première marque à avoir lancé une gamme de produits bio en GMS au rayon frais. On l'a vu juste avant, la gamme n'est pas encore très très large, mais on a quand même plusieurs recettes qui peuvent satisfaire plusieurs consommateurs. Et également en restauration hors foyer, où on avait été précurseur, puisqu'en 2001, on avait lancé en fait une gamme de produits bio pour la restauration hors foyer. Donc on est leader aujourd'hui sur le bio en portions individuelles sur le segment des compotes. Donc la volonté du groupe aujourd'hui, elle est clairement en fait de développer les partenariats avec des producteurs et des transformateurs. Donc clairement, c'est sûr, c'est pour sécuriser nos marchés respectifs, mais on travaille vraiment en étroite collaboration et on se dit qu'en signant des partenariats, on proposera des produits de meilleure qualité. Donc on essaye de développer davantage de recettes. Ce n'est pas toujours évident de trouver des produits 100% France, donc on le fait quand c'est possible. Donc aujourd'hui, le circuit en fait, des pommes qui arrivent dans nos usines, donc il y a plusieurs circuits. Donc soit on achète des pommes que l'on appelle bord verger, on est capable de se lancer et de contractualiser des parcelles entières. Donc on achète toute la production des producteurs. Mais on a aussi une grande partie de nos achats qui est sur les écarts de tri. Donc les écarts de tri, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. En fait, n'hésitez pas à expliquer bord verger, écart de tri. Nous ne sommes pas tous des spécialistes de la pomme. Ok, donc en fait les pommes qui rentrent dans la composition des compotes peuvent venir d'écarts de tri en fait, du marché du frais. En fait, ce sont des pommes saines, j'insiste là-dessus. On achète des pommes au bon goût de fruits, mais en fait, c'est des pommes qui ont des écarts, des défauts en fait, d'aspect, soit des problèmes de coloration, soit des problèmes de forme. Et en fait, nous, comme on enlève la peau avant de la transformer en compote, ce n'est pas un souci d'avoir des défauts cosmétiques. Donc notre implication dans la filière Bio France, en fait, elle remonte à plusieurs années, puisque c'est en 2009 qu'on s'est lancé dans l'aventure avec la signature de contrats pluriannuels avec 3 producteurs. Donc à l'époque, c'était environ 8 hectares. Aujourd'hui, on a plus de 20 partenaires avec lesquels on est engagé. Donc en superficie, si ça vous parle, c'est un peu plus de 200 hectares de vergers, dans lesquels on s'approvisionne pour fabriquer nos compotes bio. Alors, un petit dessin. La compote. Ok. Donc là, en fait, je voulais juste citer quelques exemples concrets de partenariats. Aujourd'hui, on a 4 producteurs avec lesquels on est engagé sur du long terme. On a signé des contrats jusqu'à une quinzaine d'années sur des vergers qui sont dédiés
Donc là, on n'est pas du tout sur des écarts de tri, on s'engage jusqu'à 15 ans et en fait, on achète toute la récolte du producteur. Et on a même été jusqu'à planter récemment des vergers de pommes bio avec 2 producteurs, un dans le sud-ouest, mais un dans le sud-est. Donc voilà, c'est des contrats donc, qui sont longs. Hein. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on signe des contrats de 15 ans, mais on est fiers de témoigner aujourd'hui de cet engagement. Et après, pour tout ce qui est écart de tri, donc encore une fois, c'est les pommes qui ne sont pas assez belles pour être vendues sur le marché de la table. Donc là, on signe de plus en plus de contrats pluriannuels avec des producteurs ou des stations fruitières. Donc là, on s'engage sur des volumes, sur des durées et surtout sur un prix. Et on est capable aussi de prévoir en fait des mensualisations de déstockage. Et c'est important pour les producteurs qui puissent se projeter sur une année civile. Donc au-delà en fait de la pomme, donc c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la pomme parce que c'est la première matière première dans nos achats, hein, c'est la base de la fabrication des compotes. Donc on avait commencé sur la pomme, mais depuis on développe d'autres partenariats. On s'est récemment lancé sur des contrats pluriannuels avec des producteurs de poires bio dans le sud-est. Hein. Aujourd'hui on a 2 contrats sur du long terme sur des variétés William et Guyot. Et très récemment, on vient de signer en fait un contrat sur du cassis bio. Donc c'est vrai que le cassis bio France, on avait du mal à en trouver. C'est tout ce qui est écart de tri pour le coup sur la filière cassis bio France, c'est très compliqué. Donc écoutez, on a franchi le cap et on s'est lancé dans un contrat d'une dizaine d'années. Donc on a fait planter en fait des jeunes plants de cassis bio. Donc voilà, et on a à cœur de développer encore d'autres filières bio pour sécuriser nos sourcings et puis développer une offre plus large pour le consommateur. Du coup, la question, juste comme ça permet aussi de répondre un peu. Si j'ai bien compris, donc quand vous développez ces filières, vous accompagnez les producteurs dès la phase de conversion. Et vous avez capacité à utiliser ces produits peut-être dans des produits conventionnels? Oui, c'est des choses... Vous êtes sur un schéma plutôt vertueux? C'est des choses qu'on a fait par le passé. Hein. On a accompagné des producteurs qui étaient en conventionnel, qui avaient à cœur de se développer sur le bio. Donc on a signé des contrats, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur de la conversion. Donc on les a accompagnés jusqu'à la finalité de leur labellisation en bio. Donc c'est des choses qu'on sait faire et qu'on a fait, que l'on fait encore. Et des gammes produits en conversion, il y a certains produits où on peut le voir marqué, notamment Leclerc avait lancé ça, des produits en conversion, donc des produits qui ont une temporalité techniquement, mais c'est des choses sur lesquelles le marketing travaille. On n'a pas communiqué, c'est vrai, à ce jour, donc je leur en parlerai. Ouais. Mais non, c'était plus géré pour le coup sur la partie achat, sourcing, avant d'être communiqué officiellement par le marketing. D'accord. Du coup, sur ce volet filière, on a une question du chat sur du coup le type de soutien, comment ça se concrétise techniquement, matériellement parlant. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des contrats sur du long terme. En fait, on s'engage à acheter l'intégralité des productions de pommes. Et après, donc forcément, les années, malheureusement, où il y a des dégâts de gel, qu'il y a plus de production, et ben là, forcément, on ne va pas aller réclamer des fruits qui n'existent pas. Donc, on essaye de soit s'adapter, rebondir sur d'autres producteurs, mais en tout cas, ça s'est déjà passé d'avoir des problèmes de récolte, et ça va se passer malheureusement cette année. Donc, en termes de soutien, voilà, c'est de l'accompagnement, et après, on sait réagir vite. On a eu des exemples plusieurs fois où on a des producteurs qui ont eu des lots grêlés, des lots qui étaient impropres, qui ne pouvaient pas être vendus sur le marché de la table. Donc on s'est rapidement déplacé dans les vergers et on a été capable d'acheter toute la production et de la transformer surtout très vite, donc ce qui assure un revenu quand même aux producteurs. Et du coup, tout à l'heure, Benoît parlait de l'épisode de gel.
Comment Ouais. vous travaillez du coup en soutien là, dans cette période puis en plus, au cœur du département de la Drôme, on est un des départements les plus touchés. Quel soutien vous apportez Là, à c'est vos sûr que agriculteurs? c'est compliqué. Hein. Ça nous arrive de revaloriser les prix dans les contrats. On l'a déjà fait. Je vous le disais tout à l'heure, on s'engage sur un prix, une durée. Donc ça, c'est quand les récoltes se passent bien, mais on l'a déjà fait. On revoit les prix des contrats à la hausse quand il y a des épisodes climatiques comme cette campagne, malheureusement. Pour eux. Ok. On va prendre encore une question sur le chat. Du coup, voilà, si vous avez un appel à faire, quelles sont les filières en fruits bio encore sous-développées en France? Ça peut être aussi valable pour Benoît. Appel aux producteurs qui veulent s'engager ou personnes On qui peuvent vous aider. continue, oui, on continue de se développer sur la poire, sur l'abricot, mais aussi la fraise, la rhubarbe. On est encore loin d'avoir trouvé tous les sourcings nécessaires aujourd'hui, en tout cas. Mais l'abricot, on s'y intéresse de près. Abricot, fraise, rhubarbe, c'est ça? Voilà, pour commencer. Je crois aussi qu'il y a des... C'était intéressant de sortir un peu du cadre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a essayé aussi de regarder, c'est quels étaient finalement les produits qui étaient extrêmement importés. Et notre attention a été portée sur la baie de goji. La baie de goji, c'est une origine Chine à 99, cacahuètes. Donc, eh bien, on est très fiers parce qu'on ça fait 2-3 ans qu'on investit aux côtés d'un producteur de baie de goji. Et la baie de goji, elle est vendue, effectivement, elle rentre comme ingrédient dans un certain nombre de produits transformés type petit déjeuner. Elle est très souvent vendue dans les magasins spécialisés ou en distribution en vrac. Donc c'est compliqué de mettre une baie de goji d'origine France à côté d'une baie de goji d'origine Chine. Et donc on vient de développer un jus bio, donc au départ un jus de pomme avec de la baie de goji. Je crois qu'on a aussi, et c'est le cas dans ce département, mais c'est aussi vrai le cas en Occitanie, on est un formidable pays de consommation des amandes. On vient de lancer la commercialisation d'amandes d'origine France, 100% en bio. Et là encore, dans un plan qui est très progressif, parce qu'aujourd'hui, le marché ne permet pas d'être produit 100% en origine France, et c'est essentiellement l'Espagne et l'Italie qui sont les fournisseurs. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités. Après, les questions, les aléas climatiques que vous rencontrez, là, c'est effectivement, fait partie si ça s'appelle aléa, c'est bien parce que c'est un aléa. Le problème, c'est qu'elle est d'anticipation, et on voit bien que chacun est en train d'investir, en particulier dans cette région, sur des systèmes effectivement d'éoliennes ou autres pour être capable de gérer le protéger. Gel, les orages, la grêle. C'est là-dessus qu'on... Et le réchauffement climatique n'aide pas à tout ça. Il aide pour l'amande, mais pas pour le reste. Effectivement, on est d'accord. On va continuer notre présentation. Justement, donc la question maintenant qu'on avait posée à Stéphanie en préparation de cette table ronde, c'était les actions au-delà du bio, au-delà du fruit. Et voilà, comment une marque reste cohérente dans ses valeurs. Ok, donc là, c'est quelques exemples en fait d'actions qui sont menées donc au sein des usines. Aujourd'hui, on est à 94% de nos déchets qui sont recyclés. En fait, on utilise la méthanisation pour valoriser nos déchets organiques. Aujourd'hui, on utilise 2 fois moins d'eau qu'en 2008, donc c'est vrai qu'il y a un gros boulot qui a été fait dans les usines, sur les sites de fabrication pour limiter au maximum l'utilisation d'eau. On a également installé récemment, en 2018, des panneaux solaires sur les sites, et on a une station d'épuration en propre. Donc toutes ces actions sont reconnues autour de certifications sur nos 2 sites de fabrication. On est ISO 14001 depuis 2003 et on est ISO 50001 depuis 2016. Pour finir, un engagement que la marque vient de prendre, c'est d'arriver à avoir des emballages qui seront 100% recyclables d'ici 2022. Donc c'est un gros chantier en fait que l'on a démarré pour modifier en fait toutes nos machines de fabrication et être capable d'évoluer sur les fameux monomatériaux, je pense qu'on entend de plus en plus, ce qui fera que demain, en fait, le consommateur pourra mettre son petit pot de compote ou sa gourde de compote dans les poubelles jaunes. Donc voilà, j'en ai fini. C'est sûr que c'est nécessaire. Merci Stéphanie, on a passé pas mal
de questions. Alors, une dernière question du chat sur le nombre de producteurs, transformateurs qui travaillent avec Charles et Alice en bio et conventionnel et dans quelle région de France? Un petit panorama, un petit mapping de vos fournisseurs. Bio plus conventionnel, on doit être à plus de 500 producteurs répartis sur toute la France, avec une grande partie de ces 500 sur la pomme conventionnelle, qui est forcément le premier poste achat. Merci. Nicolas, peut-être pour terminer, tu as commencé un petit mot d'étonnement par rapport à ces différents témoignages. Est-ce que tu veux donner un dernier mot au public qui nous écoute? Je pense éventuellement aux futurs entrepreneurs qui pourraient se lancer. D'un premier abord, c'est assez compliqué de voir une offre de clientèle aussi satellisée et de premier abord peu compréhensible. Donc au final, on arrive à trouver des solutions pour essayer de commercialiser des produits, mais c'est quand même un petit peu compliqué, c'est un peu la jungle. En s'entourant de professionnels compétents comme le cluster, on arrive à dégrossir les choses et à progresser petit à petit. Voilà. Merci en tout cas. Bien, écoutez, on arrive au terme de cette matinée qui a été riche. Merci encore à tous pour l'audience, puisque vous êtes encore une centaine de connectés à 12h30 et on est en continu depuis 9h ce matin. N'hésitez pas à aller sur votre espace, à aller consulter les espaces des sponsors qui nous soutiennent et que je remercie à nouveau, et à regarder vos plannings de rendez-vous d'affaires qui fonctionnent. Là, j'ai vu l'équipe du cluster à la pause le téléphone sonne en permanence, donc c'est très bien, c'est très positif. On se donne rendez-vous à 14h pour un atelier sur le digital avec Simon Le Fur de Aventure Bio et Carole Guibozonard de Do Good, qui sera animé par Marie-Thé Castin, avant de travailler et de vous présenter les scénarios prospectifs élaborés par le Cluster Bio et suivis depuis 2014. Je vous souhaite à tous un excellent appétit. Et on vous dit à 14h. Et je remercie les 3 intervenants pour votre présence. Et bonne continuation à tous dans le bio. Merci.